19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité. 1651 morts et 9733 blessés en Turquie, plus de 900 morts et quelques 2400 blessés en Syrie. Le bilan du séisme de magnitude 7,7 qui a touché le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie ne cesse de s'alourdir. L'Algérie au secours de la Turquie, le président Abdelmadjid Tebboune ordonne l'envoi de secouristes pour aider aux opérations de sauvetage et de secours. Le ministère des Affaires étrangères suit de près la situation des membres de la communauté algérienne établie en Turquie et en Syrie. Pour l'heure, aucune victime algérienne n'est à déplorer. Et les tensions en Palestine occupée toujours aussi vives. Les forces de l'occupation sioniste ont fait 5 nouveaux martyrs. Nous le disions à l'instant, le bilan ne cesse d'augmenter. Plus de 2300 morts et près de 9000 blessés. Un bilan toujours provisoire du séisme qui a ébranlé le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie. Un séisme de magnitude 7,7 sur l'échelle de Richter. La situation est qualifiée de catastrophique. Nermin Zekar. Alors, en effet, c'est un véritable désastre engendré par ce terrible tremblement de terre qui est survenu vers 3 h du matin en temps universel. La Turquie et la Syrie vivent un cauchemar. On le voit sur les images qui nous sont parvenues. Elles tournent depuis ce matin à travers le monde. On parle là d'un séisme d'une magnitude de 7,7 sur l'échelle de Richter qui a frappé près de la ville de Pazarcik à une profondeur de 17,9 km dans le sud-est du pays. Et comme nous le démontre la cartographie. Donc c'est une ville qui se trouve à environ 60 km à vol d'oiseau de la frontière syrienne. Le bilan reste, vous le disiez Nouhed, malheureusement dramatique. On parle de plus de 1651 victimes et plus de 10 000 blessés selon les déclarations du président Erdogan. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il faut retenir que le séisme, de par son intensité, a fortement été ressenti en Irak, à Chypre, au Liban et même jusqu'au Groenland. Et Nariman, les victimes, elles sont des milliers de personnes à être sous les décombres et les secours sont toujours à pied d'œuvre. Exactement, une course contre la montre est véritablement engagée pour sauver les victimes qui sont englouties sous les décombres. Chaque minute compte vu les conditions météorologiques très difficiles entre la neige, le froid et la pluie. Les secouristes turcs et la défense civile ainsi que les pompiers syriens sont à pied d'œuvre pour tenter d'extraire d'éventuelles victimes des décombres selon les médias locaux. Donc les habitants sont également nombreux à se mobiliser. Le président turc a déclaré que pas moins de 9000 secouristes effectuent actuellement des opérations de secours sur le terrain, un chiffre appelé à augmenter vu la mobilisation citoyenne, mais aussi grâce à l'arrivée annoncée de plusieurs équipes étrangères. Dans les premières heures qui ont suivi le séisme, 2470 personnes ont été secourues. Et Nariman, la mobilisation internationale n'a pas tardé. 45 pays ont déjà annoncé leur aide. Oui, alors l'Union européenne a annoncé l'envoi d'équipes de secouristes et d'aide humanitaire à la Turquie sans pour autant mentionner une quelconque aide à la Syrie. Le Royaume-Uni s'est aussi dit prêt à apporter son aide par tous les moyens possibles. Selon un tweet du Premier ministre Rishi Sunak, le chef de la diplomatie a ensuite annoncé une aide immédiate avec l'envoi de 76 secouristes, de matériel et de chiens en Turquie, toujours sans mentionner la Syrie. Néanmoins, d'autres pays comme la Chine, l'Inde, l'Iran ou encore la Russie ont décidé d'envoyer des aides aux deux pays. Très bien, merci Nariman. À noter également ces condoléances du président algérien Abdelmadjid Tebboune dans un message adressé à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Il a également tenu à exprimer le plein soutien de l'Algérie au peuple turc frère en cette épreuve difficile, ainsi que sa disponibilité à contribuer à tous les efforts susceptibles d'atténuer l'impact de cette pénible tragédie.
Cet autre message du président de la République Abdelmadjid Tebboune, cette fois-ci adressé au président syrien Bachar al-Assad. Là aussi, Abdelmadjid Tebboune a tenu à assurer à son homologue syrien ainsi qu'au peuple syrien frère du plein soutien de l'Algérie, gouvernement et peuple, et de sa pleine disposition à contribuer à tous les efforts à même d'atténuer l'ampleur de ce drame. Abdelmadjid Tebboune qui a justement ordonné l'envoi d'un groupe de la protection civile vers la Turquie pour aider aux opérations de sauvetage et de secours. Regardez. Dans le cadre de nos opérations d'intervention que nous allons mener à l'arrivée, cette équipe spéciale qui sera composée de 60 membres et une équipe technique munie de 6 chiens dressés et 17 tonnes d'équipement d'intervention. Cela va nous permettre d'intervenir dans les meilleures conditions. Cette mission sera marquée notamment par l'intervention des forces aériennes de la défense nationale qui transportent les équipements et les aides aux pays sinistrés. Voilà concernant les secouristes envoyés vers la Turquie où la direction des gestions des catastrophes et situations d'urgence a annoncé qu'aucun risque éventuel de tsunami n'est envisagé dans la région de la Méditerranée orientale. Et en ce qui concerne la communauté algérienne établie en Turquie et en Syrie, nous le disions en titre, les services du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger suivent de très près la situation. Ils affirment que pour l'heure, aucune victime algérienne n'a été signalée. Depuis ce matin, nous sommes en alerte pour le suivi de la situation de la communauté algérienne, aussi bien établie en Turquie qu'en Syrie. À l'heure où je vous parle, nous n'avons pas reçu d'informations encore concernant des Algériens qui seraient soit décédés ou blessés. Nous avons reçu quelques informations concernant des habitations d'Algériens en Syrie qui auraient été endommagées par le fait de ce tremblement de terre, mais sans perte humaine jusqu'à présent. Et vous le savez, ce type de catastrophe naturelle a de fortes répercussions, notamment sur l'économie. Et là, on parle justement de l'économie de la Turquie et de la Syrie. Les services sont quasi paralysés dans les provinces touchées. Mohamed Wali Ben Chaban pour les détails. Le séisme a engendré des conséquences importantes en termes de perte de biens et de vies humaines. L'arrêt total des services perturbe davantage le secteur économique dans le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, déjà très fragilisé par la guerre. La Direction générale des affaires maritimes de Turquie a indiqué que les quais se sont effondrés dans le port d'Iskenderun. Plusieurs images du port circulent sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, montrent pour certaines une grosse faille dans l'asphalte, pour d'autres des conteneurs très endommagés. La compagnie pétrolière et gazière d'État Potash a de son côté déclaré ne pas avoir constaté de dommages sur ces pipelines, mais le flux de gaz naturel a été suspendu à titre préventif dans certaines villes. L'autorité de gestion des catastrophes et des urgences a appelé les habitants des zones sismiques à ne pas utiliser les communications sauf en cas de nécessité. La coupure du secteur de communication engendre des pertes considérables à l'économie turque. Cela pénalise les banques et perturbe sérieusement les opérations financières et suspend également toutes les transactions commerciales numériques. Mais pas seulement, le terrible tremblement de 7,7 degrés sur l'échelle de Richter a aussi entraîné la détérioration des réseaux de distribution d'électricité, d'eau et des infrastructures pétrolières et portuaires. Encore loin des chiffres et des évaluations, le moins que l'on puisse dire est que cette catastrophe coûte très cher aux populations et aux gouvernements des deux pays.
Dans l'actualité également, ces tensions extrêmes en Palestine occupée. La barbarie sioniste a encore une fois endeuillé des familles palestiniennes. 5 Palestiniens ont été tués lors d'une descente des forces de l'occupation dans le camp de réfugiés de Aqabat Jabr, déclenchant des affrontements. Les forces sionistes qui intensifient leurs interventions dans cette ville occupée. Neilaït Hamouda. Il ne se passe pas un jour sans que des Palestiniens tombent en martyrs. L'entité sioniste poursuit ses exactions contre les populations. 5 Palestiniens ont été assassinés aujourd'hui dans un raid de l'armée sioniste dans le camp de réfugiés d'Aqabat Jabr, au sud de la ville d'Eriha, en Cisjordanie occupée. Il s'agit de Rafat Awadat, 21 ans, Adham Awadat, 22 ans, Ibrahim Awadat, 27 ans, Tahir Awadat, 21 ans et Malik Lofi, 22 ans. Une importante force sioniste a fait irruption dans le camp de réfugiés, déclenchant des affrontements. Les soldats de l'occupation, lourdement armés, ont ouvert le feu sur de jeunes Palestiniens, faisant au moins 6 blessés. Le Croissant Rouge palestinien a déclaré que les médecins ont pu soigner 3 blessés par balles réelles et 3 cas de suffocation et a confirmé que les forces d'occupation ont empêché l'équipage d'effectuer leur travail et ont attaqué une ambulance. La répression sioniste ne s'arrête pas là. Les soldats ont saccagé plusieurs maisons dans le camp de réfugiés et arrêté 8 personnes. Des campagnes d'arrestation, des démolitions des maisons et des assassinats commis dans des incursions nocturnes. De la terreur effectuée à l'aube. Des attaques devenues le quotidien des forces de la horde sauvage qui terrorisent les Palestiniens jour et nuit. Toujours provocatrice, l'entité sioniste continue de renforcer sa présence dans la ville occupée. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est arrivé hier en Irak pour rencontrer les dirigeants du pays et discuter notamment énergie et sécurité alimentaire. À la une du conflit en Ukraine, le chef de la diplomatie russe qui a animé ce matin une conférence de presse conjointe avec son homologue irakien, Fouad Hussein. Lavrov doit également s'entretenir avec le Premier ministre, le président, mais également le chef du Parlement irakien. Et pendant que la bataille de Bakhmout fait rage et met les forces armées ukrainiennes à rude épreuve, selon les déclarations du président Zelensky, les aides militaires occidentales continuent d'être acheminées sur le front ukrainien. La séquence d'escalade ouverte dans le conflit menace la stabilité du vieux continent. Sofiane Baroudi. Après la chute de Soledar, Bakhmout est soumise à une offensive concentrée des troupes russes qui serait sur le point de finaliser l'encerclement opérationnel de ce secteur au cœur du dispositif défensif ukrainien. L'éclatement de ces verrous stratégiques représenterait une percée dans la ligne de front qui menacerait le système défensif ukrainien dans le Donbass, zone au cœur du conflit de haute intensité et au-delà. Le président Volodymyr Zelensky a d'ailleurs avoué que la situation se compliquait et que les troupes russes étaient à l'initiative afin de briser les défenses ukrainiennes. Le ministère de la Défense ukrainien a exprimé, je cite, que l'ennemi se regroupe dans certaines zones. Il concentre ses principaux efforts sur la conduite d'opérations offensives dans les directions de Kupiansk, Liman, Bakhmout, Avdiivka et Novopavlivka. À ce propos, le ministre de la Défense ukrainien, Oleksiy Rezkinov, est empêtré dans un scandale de corruption qui touche le volet névralgique de l'approvisionnement des troupes ukrainiennes sur le front. À ce propos, un audit du département de la Défense a été confirmé par Rezkinov, alors que des perquisitions ont été opérées à l'encontre de personnalités, à l'instar de l'oligarque Igor Kolomoïski. Cette séquence succède à une série de démissions dans l'entourage de Zelensky, ce qui menacerait la cohésion du pouvoir politique à Kiev. Les alliés européens de Kiev sont embarrassés par ces affaires qui compromettraient l'adhésion du pays de l'Est européen à l'Union. La situation est donc difficile côté ukrainien, alors qu'1 demi-million de personnes sont privées d'électricité à Odessa, dans le sud du pays. Cette situation expliquerait, selon certains observateurs, l'envoi hâté de missiles moyenne et longue portée, ainsi que de chars lourds occidentaux à Kiev, augurant d'une escalade dans le conflit et menaçant d'embrasement toute la région, pendant que le débat sur les livraisons éventuelles d'avions de chasse bat son plein. Si le Portugal et surtout l'Espagne ont annoncé qu'ils allaient envoyer des chars léopards sur le front ukrainien, l'Autriche et la Hongrie, pour leur part, refusent toute implication dans l'armement de Kiev. Un indice de division
européenne latente se fait ressentir sur cette question cruciale. Sur ce volet justement, le président brésilien Lula da Silva a exprimé au chancelier allemand venu solliciter un appui militaire à l'Ukraine une fin de non-recevoir. Lula a en effet refusé clairement d'impliquer son pays de près ou de loin dans le conflit de haute intensité ayant cours sur le vieux continent. Pendant ce temps, des pays choisissent justement de s'impliquer et de soutenir l'Ukraine. La Norvège, en exemple, a proposé ce lundi de verser sur 5 ans une aide de 75 milliards de couronnes, soit 6,8 milliards d'euros à l'Ukraine, ainsi qu'une assistance supplémentaire aux autres pays victimes des retombées de ce conflit en Ukraine, un montant encore susceptible d'être modifié. Direction l'Afrique à présent, où un officiel de la MINUSMA a été expulsé de Bamako. Il s'agit du directeur de la division des droits de l'homme de la mission. Il a été déclaré persona non grata. Il devra quitter le territoire national dans un délai de 48 heures. Cette mesure fait suite aux agissements de déstabilisation et subversifs de Guillaume Njefa Atondoko, Andalier, accusé de transmettre au Conseil de sécurité de l'ONU des noms d'usurpateurs s'arrogeant le titre de représentant de la société civile malienne, tout en ignorant bien évidemment les autorités et les institutions nationales. Toujours en Afrique, en République démocratique du Congo, un casque bleu sud-africain a été tué et un autre grièvement blessé lors de tirs contre leur hélicoptère à l'est du pays. Selon la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, l'appareil a essuyé des tirs au cours d'un vol à destination de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu, où il a finalement réussi à atterrir. Et dans l'affaire du ballon chinois abattu par les États-Unis alors qu'il survolait leur territoire, le gouvernement chinois estime que Washington a gravement affecté et endommagé les relations entre les deux pays et les efforts des deux parties pour stabiliser les relations sino-américaines. Le gouvernement chinois qui a indiqué suivre de près l'évolution de la situation et se réserver le droit de prendre des mesures nécessaires. Cet incident a provoqué une crise diplomatique entre Pékin et Washington avec l'annulation de dernière minute d'une visite en Chine du chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken. Et sport football, avant de clore cette édition et ce scandale dans lequel se retrouve empêtré Manchester City, ce lundi, la Premier League a détecté de multiples violations présumées du règlement financier lors de chacune des saisons comprises entre 2009 et 2018 de la part du club anglais. Les Citizens risquent gros alors que le dossier doit être transmis à une commission indépendante. Les détails, Salah Faisal. Première Ligue, c'est le déluge à Manchester City de Pep Guardiola. Les Sky Blues sont pointés une nouvelle fois et accusés par la Première Ligue d'avoir enfreint les règles financières plus de 100 fois en l'espace de 9 saisons. Le club anglais sera jugé par une commission indépendante. Les champions en titre risquent gros. La Première Ligue a inculpé Manchester City pour mauvaise gestion financière. City a caché des informations financières concernant les revenus, les détails de la rémunération des managers et des joueurs, les règlements de l'UEFA, la rentabilité, la durabilité et la coopération avec les enquêteurs de la Première Ligue. Un communiqué de la Ligue indique que des violations présumées ont été commises de septembre 2009 à la saison 2017-2018. Le club de Riyad Mahrez, Manchester City, a publié un court communiqué de 79 mots. Le club s'est exprimé surpris par les accusations émises par la Première Ligue. Si City est reconnu coupable, le club risque des sanctions lourdes. Deuxième du classement cette saison, risque notamment une déduction de points, des interdictions de transfert, des limites de dépenses et même l'expulsion de la Première Ligue. Il est également possible que City soit dépouillé de ses titres. Manchester City risque aussi de voir Pep Guardiola quitter le navire. Au mois de mai dernier, le Catalan s'est exprimé avant que le City soit visé. Chaque mot que j'ai prononcé, j'y croyais vraiment. Pourquoi j'ai défendu le club et les gens? Vous me poserez la question, c'est parce que je travaille avec eux. Quand on les accuse de quelque chose, je leur demande de m'expliquer et je les crois. Mais s'ils me mentent, le lendemain, je ne serai plus là. Dès le premier jour, je défends le club à cause de cela. Avec cette tempête, le Sky est loin d'être bleu à Manchester. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée et à demain.